nous cessions d'avoir, à partir du 1er janvier prochain, le moindre accident d'automobile en France, le produit national brut diminuerait d'une trentaine de milliards d'euros. C'est formidable. Bon. Et de la même façon, si la médecine préventive devient parfaite, si on arrive à éliminer quantité de choses, y compris les cancers, le chiffre d'affaires de l'activité médicale va baisser de probablement aussi une cinquantaine de milliards d'euros. C'est inouï. Le PIB tel que nous le connaissons aujourd'hui a été construit, vous savez, en 1932. Et ensuite, il a été amélioré après la Seconde Guerre mondiale. Donc il est temps maintenant de revoir un peu nos mesures. Il faut donc repenser notre manière de faire nos comptes. Tout le monde semble d'accord. Même le président Sarkozy, qui annonçait lors de sa fameuse conférence de presse du 8 janvier 2008 « Pour tout changer, nous avons besoin d'abord de changer nos critères de jugement. Nous avons besoin de prendre en compte la qualité et pas seulement la quantité. Si nous voulons favoriser un autre type de croissance, il faut changer notre instrument de mesure de la croissance. » Là encore, la France veut donner l'exemple, en prenant l'initiative de réunir un groupe d'experts internationaux de très haut niveau pour réfléchir aux limites de notre comptabilité nationale et du PNB, et à la meilleure manière de les surmonter pour que la mesure du progrès économique soit plus complète, pour qu'elle prenne mieux en compte les conditions réelles et la qualité de vie des Français, qui n'en peuvent plus de l'écart grandissant entre des statistiques qui affichent un progrès continu et des difficultés croissantes qu'ils éprouvent dans leur vie quotidienne. Ça mine la confiance, car plus personne ne croit dans les statistiques. Comment évaluer la santé? Comment mesurer le PIB? Comment être sûr que nous le faisons bien? C'est l'initiative du président Sarkozy qui est de dire « Réfléchissons sur la façon dont, en tant que société, nous pourrions évaluer efficacement nos actions pour connaître nos faiblesses, de telle sorte que nous puissions résoudre nos problèmes. » 2 prix Nobel d'économie qui ont beaucoup travaillé sur ces questions ont accepté de conduire cette réflexion. Amartya Sen a accepté de m'apporter ses conseils et Joseph Stiglitz de présider le comité d'experts. Je les en remercie. Leurs compétences internationales seront extrêmement précieuses pour la définition de ces nouveaux critères. Le problème est de parvenir à la mesure la plus objective qui soit. Donc c'est complexe. Bon. Simplement, ce que nous essayons de faire dans le cadre de cette commission est de mesurer au moins 3 choses. Une meilleure mesure de la production, en y incluant, si besoin en était, la production domestique, c'est celle qui est hors marché, et dont fait partie l'éducation des enfants, qui a une rentabilité assez considérable. Donc, une meilleure compréhension de la production, de la richesse. Qu'est-ce que la richesse? Comment doit-on y inclure les éléments naturels, les éléments patrimoniaux naturels? Comment doit-on mesurer leur évolution? Cela, on peut le faire sur des bases un peu plus objectives. Et enfin, pour ce qui concerne la dernière mesure, que l'on appelle la qualité de la vie, comment mesurer la qualité de la vie? C'est là où il y a des éléments très subjectifs, des éléments de perception. Le sentiment de bonheur ou de malheur fait partie aussi de la richesse. Jack Lang, député, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de la Culture. Le sentiment d'être intégré ou exclu fait partie aussi de la richesse. Une démocratie, c'est une richesse. Un système d'oppression, c'est une pauvreté. Le respect de la dignité, c'est une richesse. Donc il y a tellement d'éléments dans la vie d'un pays qui ne se monnaie pas en dollars ou en euros ou en yens ou en yuan. Je me suis livré parfois à un petit exercice simple qui va permettre probablement à tous nos téléspectateurs de comprendre. Il faut demander à toute personne avec qui on bavarde de passer 5 minutes de silence à retrouver dans sa mémoire les 5 plus beaux moments de sa vie. Les 5 plus beaux moments de sa vie, simplement.
Et puis après, vous dévidez la plotte et vous demandez. Alors il y a un exploit sportif, il y a une récompense professionnelle, il y a de grandes amours, peut-être des fiançailles, peut-être un mariage, d'autres peut-être la naissance d'un fils. N'importe quelle existence humaine normale est vouée davantage à l'acquisition de satisfaction, de plaisir de cet ordre qu'à la simple accumulation d'argent. Ceux-là, d'ailleurs, on les appelle des avares ou des avaricieux, et on n'aime pas ça et on les méprise. Et donc on cherche autre chose, en gros. Et cette autre chose, on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas le décrire, donc on ne sait pas l'intégrer dans la science économique. Cette soi-disant science économique, je ne sais pas qui a collé les deux mots un jour, elle est bien dans la peine. Pourtant, la question de l'évaluation économique du bien-être est une question centrale pour les économistes. Une question sur laquelle, depuis des années, se penchent de très nombreux cerveaux parmi les plus savants de la planète. Ce qui a donné lieu parfois à des résultats étonnants, tels que le bonheur national brut, un indice développé par le royaume du Bhoutan, fondé sur les valeurs spirituelles du bouddhisme. La révolution, elle est venue de l'ONU. Et c'est bien que la révolution vienne de l'ONU, il faut qu'elle soit mondiale. Et elle s'appelle les indicateurs de développement humain. C'est une invention de... Alors le département s'appelle le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Les rapports sont annuels, l'invention doit remonter à 15 ou 20 ans maintenant. Et on se met à nous donner comme information non seulement le produit national brut, la richesse divisé par habitant pour chaque pays, mais le pourcentage des habitants qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, ceux qui sont diplômés de l'enseignement primaire, le pourcentage de ceux qui ont accès à de l'eau potable, le pourcentage de ceux qui ont accès aux services publics essentiels, etc. Et tout ça qui n'est pas évaluable, enfin, on est en train d'évaluer, mais qui n'est pas évalué dans le PIB, fait partie de ce qu'on a absolument besoin de savoir pour avoir un jugement satisfaisant sur ce qui se passe dans le monde. Chaque année, le Programme des Nations Unies pour le développement établit un classement de l'indice de développement humain sur 175 pays. En 2008, la France était classée 11e devant l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Mais cet indice, comme le PIB, ne s'intéresse qu'aux activités humaines, sans prendre en compte leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles. Certains économistes ont donc commencé à réfléchir à un autre indice alternatif, le PIB vert. Le PIB vert, écoutez... Corinne Lepage, ministre de l'Environnement de 1995 à 1997. C'est une notion qui est très importante parce que elle met en lumière la faiblesse du PIB tel qu'on le conçoit habituellement, tout simplement parce que le PIB ne s'intéresse pas du tout à la manière dont la valeur ajoutée est créée. Et si elle est créée sur la base de destruction de patrimoine, c'est aussi bien que si elle est créée sur la base d'une amélioration du patrimoine. D'où l'idée d'avoir des outils plus intelligents qui permettent de mesurer en réalité l'accroissement du patrimoine collectif national. Donc d'avoir un raisonnement en termes de stock et plus seulement en termes de flux, et qui intègre des données apparemment non directement économiques, mais qui en réalité ont un impact économique, tels que les dépenses de recherche, les dépenses de prévention en matière de santé, les dépenses d'éducation, tout ça c'est des investissements, les dépenses de protection de l'environnement, et qui va intégrer en négatif tout ce qui va enlever de la richesse collective, la délinquance, les inégalités et la destruction du patrimoine naturel. Et ben voilà, avec un peu de bonne volonté, on y arrive. Et donc, si on applique tout ça à la France, qu'est-ce que ça donne? Riche, pas riche, on est quoi? Pauvre comme Job ou cousu d'or? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que nous avons pour particularité de ne pas disposer d'un certain nombre de données permettant précisément de faire ce type de calcul. On ne sait pas? Comment ça, on ne sait pas? Après toutes ces gamberges, ces études, ces travaux savants, après que tant de beaux esprits aient planché sur la question de savoir comment mesurer la richesse nationale, on ne sait pas. On ne sait pas faire au niveau de l'État ce que n'importe quel commerçant doit faire chaque année dans son bilan, l'inventaire des stocks. Alors, je ne sais pas répondre à votre question. Pourquoi? Parce que les instruments de gestion sont faits pour qu'on ne puisse pas répondre à la question. Philippe Marini, sénateur, rapporteur de la commission du budget. Il y a bien une sorte de normalisation dans l'Union européenne, ou plutôt dans la zone euro, mais
C'est une sorte de casuistique complexe pour savoir si je vais prendre dans le solde maastrichtien pour évaluer la manière dont on se conforme aux engagements communautaires, si je vais prendre telle ou telle opération, telle ou telle dépense, telle ou telle ressource, tel ou tel élément de dette. Là, j'ai rien compris. Mais alors, rien. On peut... C'est une sorte de casuistique complexe pour savoir si je vais prendre dans le solde maastrichtien pour évaluer la manière dont on se conforme aux engagements communautaires, si je vais prendre telle ou telle opération. Non, franchement, là, monsieur le sénateur, je ne comprends pas. Je vous décerne la palme de la